Donc merci beaucoup de nous recevoir ici cet après-midi. Voilà, on aurait voulu savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à travailler jusqu'ici et puis un petit peu l'histoire du domaine et de ce lieu si mythique. Alors effectivement, le domaine du Clos des Lambrais, qui porte le nom de la principale appellation du domaine, c'est-à-dire le Grand Cru Clos des Lambrais, est un des domaines mythiques de Côte d'Or, de par sa superficie en Grand Cru, c'est-à-dire presque 9 hectares, ce qui est la plus grande parcelle de toute la côte de nuit en Grand Cru à un seul propriétaire. Deuxièmement, il y a un terroir extraordinaire. On a des témoins des vins jusqu'en 1918 dans la cave, donc on a quand même encore de quoi se rendre compte que ce terroir est tout à fait pérenne et il est passé à travers tous les styles de vinification et de culture et donne toujours des vins de très grande qualité. C'est une histoire très ancienne. La première fois qu'on voit apparaître le mot de Clos des Lambrais, c'est quand même au XIVe siècle. Et c'est probablement le nom de très anciens propriétaires. On dit que c'était les frères Lambrais qui possédaient ça, qui venaient de Haute-Saône. De toute façon, pendant toute la période du Moyen-Âge, on n'a pas tellement de documents. Vous savez, en Bourgogne, à part les vignes et vignobles et domaines qui ont appartenu aux moines de Cîteaux essentiellement, qu'on cite partout, mais les moines de l'abbaye de Tarbes, comme mon voisin le Clos de Tarbes, des moines de l'abbaye de Bèze. Pour les autres parcelles, les autres vignobles, on n'a pas tellement de renseignements, et je veux dire, on ne sait pas trop qui étaient les propriétaires au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Voilà. On a tout à fait l'histoire tout à fait vraie depuis la Révolution française, parce qu'on a même un terrier, c'est-à-dire un très vieux cadastre avec le nom de tous les propriétaires, puisqu'il faut vous dire qu'après 1789, le vignoble a été divisé entre 74 propriétaires. Donc au début, nous avions une quantité de propriétaires, de 74 différents propriétaires sur les 8 hectares. Parce que la superficie a toujours un petit peu varié, parce que bon, il y avait dans le bas des parcelles qui étaient souvent en jardin potager. Il ne faut pas oublier qu'à une certaine époque, d'avoir des carottes et des pommes de terre, on était plus riche que d'avoir des raisins. Et donc ce terrier nous montre la reconstitution quasiment du monopole de Clos des Lambrais, donc de toute l'appellation Clos des Lambrais. Donc voilà, alors donc les négociants de Nuit-Saint-Georges, la famille Joly et Rodier ensuite, qui étaient propriétaires d'une maison de négoce Henri de Baèze, et dont l'un des membres, donc Camille Rodier, est l'un des cofondateurs de la confrérie des Chevaliers du Tastevin, se sont attachés à reconstituer le monopole du Clos des Lambrais en rachetant des parcelles au fur et à mesure des successions, des décès, des arrangements. Donc dans la deuxième étape, on n'arrive déjà plus qu'à 53 propriétaires, donc on a gagné une vingtaine. Et ensuite on arrive à 12 propriétaires, ok. Et ensuite on est arrivé à un monopole. Enfin, disons quasi-monopole, parce qu'il est resté toujours un petit jardin potager qui s'est transformé en vigne que seulement il y a une trentaine d'années. Donc on arrive dans ce qu'on appelle le tabernacle. C'est-à-dire les réserves, on essaie de garder quelques vieilles bouteilles. Et donc on s'aperçoit qu'à l'instar des microclimats qu'il y a dans une vigne, dans une cave, il y a des microclimats. C'est-à-dire que les vins qui sont au ras de terre évoluent différemment de ceux qui sont à 60 cm au-dessus. On est loin de tout soupirail, de toute entrée d'air ou d'humidité, je dirais même. Regardez, les bouteilles du bas sont beaucoup plus propres que celles du dessus. On aurait tendance à penser que voilà, on n'a pas truandé, on n'a pas mis des bouteilles neuves en dessous. Vous avez tout changé avant que j'arrive. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même dingue. Là, c'est encore plus flagrant. Voilà, dans cette pile de 1995, donc ça a 15 ans, quoi, c'est pas bien vieux. Et donc voilà, et on s'aperçoit que les bouteilles, à partir d'un certain niveau, sont beaucoup plus couvertes de moisissures. Donc, Puisqu'on est là, j'aurais voulu savoir un
vous a poussé à travailler dans le vin et puis à venir travailler dans ce domaine cinétique? Qu'est-ce qui a fait que vous faites du vin et que vous n'êtes pas devenu banquier? Je suis tombé dans le métier par le plus grand hasard. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé à faire des études, l'année préparatoire aux études de médecine en 1968, après la fameuse année. Donc la rentrée universitaire à l'époque à Sancier était plus que, disons-le, un peu bordélique. Et mon père, qui a fait toute sa carrière pour une boîte qui s'appelle toujours la CFAO d'ailleurs, et il cherchait à l'époque des œnologues pour la Côte d'Ivoire. Et le PDG de la CFAO lui dit, bon, moi, vous qui êtes originaire de Bourgogne, parce qu'on est quand même originaire de Bourgogne à certains côtés, je sais qu'à Dijon, à l'université, ils forment des œnologues, essayez d'en trouver. Et un jour, il me dit, vers le mois de novembre, décembre, au lieu de faire le con en médecine, il faudrait mieux de faire de l'œnologie. Et ça m'a plu, parce qu'on a toujours bien aimé le vin dans la famille. Et puis, je suis venu faire des études d'œnologie à Dijon. Ensuite, j'ai continué à faire une maîtrise de sciences de la vigne. Ensuite, j'ai fait mon service militaire en Algérie en tant que coopérant. Et puis, le métier m'a bien plu. Et voilà. Et après ça, par relation, je suis rentré ici il y a 32 ans. Le plus beau millésime que vous ayez vinifié? Alors, c'est une question à double sens. Vous me demandez quels sont mes enfants préférés, c'est ça? C'est ça. Eh ben le bateau va couler, faut en sauver qu'un. Voilà, non, mais disons que pour nous, si vous voulez, les vinificateurs, on va plus juger la performance par rapport à la qualité moyenne qu'ont pu faire nos amis, et néanmoins, je veux dire, collègues, que la véritable qualité propre, je veux dire... Voilà, nous on est contents quand on a fait mieux que les autres. Question différente, si vous devez mourir demain, vous ouvrez quoi ce soir? Ce soir? Vite, le temps passe. Ah oui, le temps passe, ben non, parce que c'est bientôt demain. C'est pour ça que je boirai un blanc, un rouge, et puis un liquoreux. Et un champagne pour commencer. Voilà. Voilà, une très bonne réponse. Oui.